Bonjour amis de la RH. Aujourd'hui, je reçois une femme passionnée des telcos et de la RH. Son nom, Corinne Poupé-Levet. Bonjour Corinne. Bonjour. Merci d'être à nos côtés. Alors du coup Corinne, je commençais justement à te pitcher un petit peu toi et ton parcours. Alors il faut savoir que tu nous viens de Orange, qui est donc cet opérateur telco qu'on connaît par cœur, tous plus ou moins de loin. Orange, on va juste rappeler quelques chiffres, c'est pas loin de 300 millions de clients. Tout à fait. Vous êtes présent un peu partout dans le monde, on en parlait tout à l'heure en préparant cet épisode, pas seulement en France, 50% France, 50% international. Pays d'Europe, pays d'Afrique. Un peu partout, quoi. Un peu partout. On peut presque dire que dans chaque pays, il y a une boutique Orange, quoi. Sur les grosses plaques géographiques que l'on connaît bien, oui, tout à fait. Ouais. Et du coup, un groupe passionnant, un groupe aussi en pleine transformation, notamment sous l'impulsion du coup de votre nouvelle CEO, Christelle Edman, qui est très remarquée, de votre nouveau également DRH, Vincent Le Cerf. Donc un groupe qui est en pleine transformation. Donc t'imagines, j'ai plein de questions à te poser. J'imagine. Mais j'aimerais d'abord commencer par le point de départ. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite ? Je voulais, je pense, si je me rappelle bien, être interprète. En fait, je pense que j'avais plein de choses en tête. Être interprète, donc avec un bagage linguistique. J'adorais également, et je ne sais pas pourquoi, parce que je viens pas du tout de cet univers, j'ai pas été élevée dans ce milieu-là, j'étais très attirée par la haute couture. Me demande pas comment, mais à 12 ans, je m'achetais Vogue avec mon argent de poche, que j'ai encore dans la chambre, dans mon ancienne chambre, c'est pour dire. Et à l'époque, je crois que ça représentait 40 francs. C'est assez cher, c'est riche. Et voilà, tout à fait. Donc je m'achetais Vogue. J'ai toujours été passionnée par l'histoire de France, etc. Donc c'était un mélange de différentes choses, différents sujets. Par contre, il y a une certitude, j'étais très attirée par la culture américaine. Et c'était dû à quoi ? Télé, là aussi, oui. Puis l'effet architectural des grandes villes américaines, le côté, je pense, où tout est possible, le côté positif de cette culture-là. Et ça, c'est une certitude. J'ai toujours su que j'irais y étudier, voire y vivre un tout petit peu ce qui s'est passé. Donc voilà, j'ai une vie tout à fait normale, entourée de parents absolument aimants en région parisienne. Je suis l'aînée. J'ai une sœur qui a 2 ans de moins que moi. J'ai un petit frère qui a 14 ans de moins que moi. Je viens d'avoir 55 ans, donc j'ai 2 filles, je suis mariée depuis de nombreuses années, et donc c'est vrai que j'ai toujours su depuis mes 10-12 ans que j'irais passer un petit peu de temps là-bas. Donc j'ai passé un bac littéraire, et la condition pour que je parte étudier là-bas de la part de mes parents, c'était que j'obtienne mon bac. Ce que j'ai obtenu, même si j'étais pas très motivée. Donc je suis partie étudier, ça c'était en 1987, ça date, mon Dieu. Je suis partie étudier aux US 1 an, en fait. J'étais en terminale. T'étais partie où ? J'ai passé mon bac ici, je suis partie 1 an, j'étais étudiante en terminale là-bas, dans une famille en même temps américaine. Donc j'étais considérée comme la fille de la famille. Et mes parents, pendant ce temps-là, avaient aussi pris une étudiante à la maison. Il n'y avait aucune obligation de le faire dans les deux sens, hein. Ils l'ont fait. Et donc, j'ai étudié, j'étais basée dans une petite ville du Wisconsin, donc le grand nord américain, qui s'appelle Wausau, qui était une ville dédiée à l'industrie du papier. Et donc, j'y ai passé toute une année dans une famille américaine qui avait 2 filles. C'est génial parce que Wisconsin, c'est vraiment le Midwest, quoi. C'est le Midwest, il fait très chaud et très froid. C'est très pas loin du lac Michigan. C'est 6 heures de route de Chicago. Et Chicago qui est une ville sublime, d'ailleurs, je le dis, il n'y a pas que New York. J'ai adoré Chicago. On est à 4 heures de route de Minneapolis, qui est une deuxième ville sublime. Voilà. Et donc, j'ai beaucoup bourlingué une fois sur place. Donc, j'étais en terminale, hein, donc j'ai passé mon bac à l'américaine. Et le but, c'était que ça me donne une assise linguistique en anglais et que je découvre la culture américaine. Et je pense qu'il y a eu avant et après, très clairement. C'est vrai ? Ouais, j'étais plutôt d'un tempérament assez réservé, voire timide. La culture américaine, quand on arrive là-bas et qu'on arrive avec ses doutes, parce qu'on a quand même une éducation un peu à la française, un peu élitiste, où voilà, c'est un peu thèse, antithèse, synthèse, hein, quand même. Faut toujours aller convaincre, etc. Là-bas, c'est pas ce type de questionnement, en fait. C'est une culture où tout est possible, où on vous explique que vous avez des compétences comme les autres, des talents comme les autres, et que quand on dit je vais pas y arriver, on vous dit mais je comprends pas ce que tu es en train de me dire. Et donc j'ai trouvé ça super. C'est un truc hyper révélateur de leur culture. Mais du coup, il fallait quand même un sacré cran. Attends, je m'arrête parce que tu as 18 ans, tu mets ta valise et hop, ça y est, tu pars. Oui, ça c'était un rêve. Puis je pense une volonté aussi de vivre ma vie, couper un peu le lien avec la France, etc.
et de me prouver que j'avais des capacités d'adaptation, parce qu'on est quand même... J'avais un deal, hein, je suis partie grâce à une association, et le deal, c'est que pendant 1 an, on ne rentre pas en France. Hein. Ah oui. Et à l'époque, il n'y a pas le mail, il n'y a pas de SMS. Ah je vais oui, pas oui, refaire oui. l'histoire. Tu allais dans la cabine téléphonique. C'était le fixe et c'était le courrier. Donc, voilà, aujourd'hui, on a tout, on a nos communautés WhatsApp et j'en passe. C'était pas du tout ça. Et donc... Et tu reviens changer, alors? Ah, changer, total. Même si ça n'a pas toujours été facile, j'étais dans une famille qui était quand même assez aisée, absolument super, mais avec des règles très luthériennes. Hein, on est le Midwest. Ah bah oui. On va pas voir un film, même à 18 ans, interdit à moins de 13 ans. Ah oui. On sort toujours accompagné de quelqu'un. On n'est jamais seul dans la maison. Enfin, je passe tous les détails que je découvre, moi, par contre, française, avec une éducation totalement libre. C'est un choc. Petit choc des cultures. C'est un choc, mais c'était génial. Et du coup, tu rentres en France et là, je rentre et je fais... je pars pour une maîtrise de langues étrangères appliquées à la Sorbonne Paris 4, anglais-espagnol. J'ai eu l'occasion de repartir plusieurs fois, hein, aux US, en vacances, 2-3 mois, bosser un petit peu là-bas, etc. J'aurais pu partir en tant qu'assistante de prof de français sur un campus américain, puis je ne l'ai pas fait pour des raisons personnelles à l'époque, donc j'étais toujours dans ce trip-là. Et puis, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Je m'ennuyais profondément. La fac, ça ne me correspondait pas du tout. Et avec la fac, on s'arrête. Moi, je trouve que c'est des systèmes ultra particuliers. Moi, je sais que ça n'aurait pas pu me correspondre. C'est pas du tout cadré et je pense que j'avais besoin énormément de liberté. Tu viens pas, on s'en fiche. On peut pas t'impliquer dans un amphi de 300 personnes. T'es seul à prendre des notes et ton prof, tu sais même pas à qui il parle. Puis la matière étudiée est un peu quand même un peu ésotérique. Donc, je me rappelle de cours en espagnol sur l'industrie de la pêche en Espagne. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Enfin, franchement, voilà. Alors, t'avais envie de concret, quoi. J'avais envie de concret. Ouais, c'est exactement ça. J'avais envie de me prouver des choses et je pensais au domaine des relations publiques à l'époque. Et donc, je suis partie sur une autre filière ensuite, après la maîtrise. Je suis partie sur la communication politique publique à travers un master et j'ai adoré. Et là, ensuite, ça a basculé, voilà. C'est ça. Et en fait, ton début de carrière, puisqu'ensuite tu vas faire à peu près les 4-5 années suivantes dans la com, il est vraiment marqué avec effectivement une culture de communicante. Ça, c'est quelque chose que tu as gardé encore aujourd'hui? Absolument. Et aujourd'hui encore, la manière de réfléchir d'un communicant, ça reste ma manière de piloter des projets. Je me faisais encore la réflexion ce matin, j'avais une réunion avec mes équipes sur un sujet très RH, hein, qui est un sujet de promotion. Et je les écoutais me raconter une histoire. Je me disais, mais si quelqu'un nous écoute, mais il n'y comprend absolument rien. Et à chaque fois, le truc, c'est de les ramener à dire, mais vous imaginez que vous êtes face à des gens qui n'y comprennent rien. C'est la règle des 5 W en anglais. Comment vous arrivez à vous extirper du sujet, à vulgariser un minimum? Why, what? Et ça n'y arrive pas. C'est très compliqué pour, je pense, des RH qui sont dans un domaine d'expertise. Hein. Ouais. Et donc ça m'a beaucoup structuré. Mais ça, moi, je m'arrête quelques instants parce que tu vois, sur les RH, tu as besoin d'un storytelling. Tu as besoin de raconter quelque chose, tu vois. Et si effectivement, tu es dans un discours trop théorique, on est déconnecté, en fait, des opérationnels et de ceux à qui on pousse ce message, quoi. Donc, il y a toujours ce besoin de les ramener à, mais quelle histoire vous racontez? Mais qu'est-ce que vous nous vendez? Ça peut être un peu complexe pour une filière métier telle que le monde des RH dans lequel je suis aujourd'hui. Et du coup, c'est justement en fait par le biais de la com que tu vas arriver ensuite chez Orange et que là, c'est la grande histoire de ta vie. Voilà, donc je travaille en agence de communication avec un patron. J'étais attachée de presse qui m'a énormément formée. On écrit d'une manière particulière en relation presse, donc ça reste encore quelque chose d'important pour moi. J'ai l'occasion de partir dans le groupe AXA. À l'époque, c'était pas encore une entité du groupe AXA, mais c'était la fusion du UAP avec AXA dans le monde de l'assistance, là où je découvre la communication commerciale. J'ai travaillé dans la Fédération nationale des SAFER, qui est une fédération politique et agricole sous tutelle de 2 ministères à l'époque, agricole et ministère de l'économie, qui gère le prix des terres agricoles en France, alors qui est un univers extrêmement feutré, avec une fédération dans le 8e. Un lobbying, l'influence. Très particulier, voilà, le salon agricole tous les ans, etc. Et puis, je suis contactée par un chasseur, c'était, je crois, en 1997, qui m'approche pour plusieurs postes dans un grand groupe français. Il s'avère que c'était France Télécom à l'époque, et donc j'ai eu la possibilité. On m'a proposé plusieurs postes dans le groupe, et donc j'y suis arrivée en avril 97 via ce qu'on appelle la branche entreprise, une activité B2B, sur toute la dimension marketing et communication commerciale des réseaux haut débit. Voilà.
Pointu dit comme ça, là. C'est assez pointu. Et je confirme que pour moi, c'était tous les réseaux qu'on appelait à l'époque ATM. C'était le très, très haut débit pour les grosses structures. Et c'était très, très, très technique. Vraiment, je le confirme. On peut se le dire. Voilà. Et puis, France Télécom, à l'époque, pour moi, c'était la décentralisation. On était présent dans plein de pays. C'était hyper international. Et j'avais une envie de retrouver un peu mon bagage linguistique avec mon activité professionnelle, ce que je n'avais pas quand j'étais à la BE. Et très vite, j'ai voulu partir sur notre activité. Ça a été compliqué parce qu'on rentrait chez France Télécom, on y était sur un poste 3, 4 ans, 5 ans. Et au bout d'un an, j'en avais marre. Et puis en plus, le patron était quelqu'un qui était... C'était un patron un peu à l'ancienne, hyper autoritaire, etc. Je m'étais dit, je suis quand même pas rentrée dans un groupe comme France Télécom pour me faire engueuler, le dire assez directement de cette manière-là. Et donc, j'ai souhaité bouger très, très vite. Et ça n'a pas été simple, mais j'y suis arrivée. Et donc, je suis partie vers une activité de mobile par satellite, qui était une petite structure d'Orange, une petite filiale, mais hyper internationale, avec un réseau de revendeurs internationaux, et on travaillait beaucoup pour les ministères. Donc, c'est toute la partie, à l'époque, Iridium, Thuraya, Inmarsat. Le monde de la pêche, le monde nautique, le monde de l'armée. Et puis, deux mondes un peu plus gris, un peu plus opaques, comme on peut imaginer. Bien sûr. Avec des téléphones satellitaires, ultra protégés, voilà, on peut imaginer. Et donc, là, j'étais directrice de la com. Donc, à la fois sur tous les 3 domaines de la communication interne, commerciale et institutionnelle. Et j'animais donc un réseau dans les pays. J'étais rattachée au DG et j'y ai passé 7 ans. Je me suis éclatée. C'est vrai. C'était génial. Une activité incroyable. On a monté un réseau de revendeurs à la Air France. On a fait des événements incroyables dans le monde parce qu'il fallait fidéliser ce réseau. Et pour les fidéliser, c'était des gens qui avaient de gros revenus perso. C'était leur boîte, c'était des entrepreneurs, donc il fallait les emmener dans des endroits fabuleux. Ouais, leur faire voir des choses un peu différentes. Et on s'est éclaté. C'était une forte cohésion entre les équipes communication, market et commerciale. On s'est éclaté. On a privatisé la Villa Efroussi. Enfin, on a fait des choses. Je crois que on pourrait plus faire aujourd'hui dans Orange. Hein. C'est plus du tout comme ça que ça se passe en communication. J'ai passé 7 ans. En même temps, c'était une petite structure et je m'étais dit, maintenant, ce serait peut-être bien que tu reviennes sur des activités plus cœur groupe. Et des groupes comme, c'était pas encore Orange à l'époque, presque, on peut vite vous oublier quand vous êtes sur des activités un peu annexes de cette manière-là. Et donc, j'ai souhaité revenir dans l'environnement plus proche de la DIRCOM groupe. Et j'ai eu un certain nombre de propositions. Et donc, j'ai rejoint à l'époque la division Vente Service France, qui est l'ex-Orange France, mais qui était un monstre, avec un très grand patron qui s'appelait Michel Lavansens. Je crois que ça devait représenter plus de 100 000 personnes dans le groupe. Toute l'activité grand public groupe, avec ce qu'on se connaissait à l'époque. Et donc là, on m'a nommée directrice de la com interne et managériale. Et là, j'ai découvert l'univers, si je peux l'appeler ainsi, très feutré du siège à Alray. Je venais d'une entité très opérationnelle, très, très directe, où les choses se faisaient très directement. Là, c'est un autre monde. La moquette, discussions, les réseaux, l'influence et toute la logique politique, mais dans le bon sens du terme, pour arriver à faire avancer ces projets. Et là, pour moi, c'est un choc. C'est un choc, puisqu'il y a énormément de monde et je suis sur une activité très prisée. Et beaucoup de gens imaginent qu'ils peuvent faire mon job beaucoup mieux que moi. Bien sûr. Et là, c'est quoi la clé dans ces moments-là? Parce que juste, on s'arrête un petit peu. Effectivement, il y a souvent un challenge qu'on voit dans ces grands groupes. Tu arrives à un certain niveau de responsabilité. Ton job, c'est bien sûr pousser tes projets, mais c'est aussi te défendre ton steak en comec, savoir défendre ton équipe. Il y a une dimension quand même qui devient et c'est politique. Multidimensionnel, ouais. Et qu'est-ce à qui fait laquelle je n'étais pas préparée. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu arrives à survivre dans ce genre d'environnement? C'est quoi la clé? Un mentor. C'est clairement la personne qui m'avait recrutée, qui m'a donné ma chance, et qui m'a fait clairement comprendre qu'il pouvait prendre d'autres personnes, et qui avait envie aussi, je pense, de fraîcheur, de nouvelles manières de travailler, et qui a fait le pari de me recruter.
T'avais formalisé ce mentorat ou c'était quelque chose d'assez informel? Il est arrivé assez vite après, où il y a eu quelques petites, j'appelle les anecdotes, effectivement, quelques petits, des petites relations tendues avec certains collègues. C'est remonté très vite au patron de la transfo, parce que j'avais été expliqué que j'étais pas payée pour mettre des fleurs sur des présentations, que je pense que je pouvais faire beaucoup plus que ça, donc ça n'a pas trop plu. Donc c'est marrant maintenant quand on y pense, je me suis fait convoquer, et là, mon boss, ça faisait quelques semaines que j'étais là, hein. Il me dit, écoute Corinne, ça va être compliqué. Soit tu t'accroches, je t'aide. Parce que lui, il avait vraiment l'habitude de ces univers, voilà. Et puis, quelque part, je te mentore. Soit ça va être compliqué pour toi, regarde ta personnalité, la manière dont tu es, et il faudra que tu fasses autre chose. Je te laisse 24 heures pour réfléchir. Et donc, j'ai réfléchi, je suis restée. Et je leur remercie tous les jours. Parce que vraiment, là, j'ai beaucoup appris. Et donc, j'ai basculé, je me suis dit, il faut que j'apprenne. Et qu'est-ce que cette relation t'a appris? C'est quoi? C'est les codes, ce qu'il faut faire, pas faire? J'avais vraiment, on avait du coup, ça avait induit une relation de confiance entre l'un et l'autre. Lui aussi, professionnellement, c'était très compliqué. Il était DIRCOM de toute l'activité, hein. Il gérait des millions, des budgets beaucoup plus importants qu'aujourd'hui. C'était pas un communicant de formation, donc je pense qu'il avait aussi besoin d'être aidé, d'avoir des moments d'échange. Il avait des moments de doute, et donc je pense que j'ai joué aussi ce rôle-là finalement. Et on s'est aidés. Et du coup, quand j'avais des doutes ou que il y en a qui me chatouillaient un peu, je venais lui en parler et on regardait ce qu'on pouvait faire ensemble, et si c'était compliqué, pas compliqué, etc. Donc très pratico-pratique, et beaucoup de temps en fait, beaucoup de temps. Du temps. Je crois que j'ai jamais autant bossé qu'à ce moment-là. C'était dingue parce que j'avais tout à apprendre, m'adapter. J'avais une grosse équipe. Donc je bossais, mes filles étaient toutes petites, hein. J'étais devenue maman entre-temps de petites. On s'organisait beaucoup avec mon mari. Et je pouvais bosser jusqu'à des 2-3 heures du matin, mais tous les soirs. Et mon mari m'a dit, mais ça va durer combien de temps? Et je pense que ça a été nécessaire. Alors après, on prend un peu de recul, etc. Mais c'était nécessaire, et j'ai vraiment beaucoup appris. Je le remercie tous les jours. Il est à la retraite depuis, mais je le remercie tous les jours. Et qu'est-ce qui fait, parce que tu es rentrée au sein de France Télécom à l'époque, et tu as vécu finalement, voilà, on le sait, une histoire assez, enfin voilà, France Télécom, c'était une histoire mouvementée. Ensuite, tu as vécu la mutation de Orange, qui était historiquement un telco pur, hein, qui vendait la téléphonie, à tout d'un coup accès Internet, du cloud ou autre. Tu as vécu toute cette mutation. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on arrive à trouver sa place dans l'organigramme, être toujours associé à cette transformation? Là, aujourd'hui, tu es devenue directrice de développement RH, la diversité et l'inclusion. Je le dis vite, je le dis très long. Mais tu vois, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, voilà, tu arrives à prendre le train en marche et tu fais pas partie des gens qui sont laissés sur le carreau? Alors ça, je pense que c'est une bonne dose de connaissance de ce qui se passe et d'évolution des postes. Savoir ce qu'on aime, savoir ce qu'on aime, là où on est bon. Avoir un très bon réseau pour pouvoir ajuster les choses au bon moment. Se faire connaître sans trop en faire. C'est un subtil dosage de tout ça, en fait. Que la visibilité, ça marche pas. Moi, je considère. Il faut des preuves. Hein, il faut des preuves d'amour, clairement. Ça suffit pas. La visibilité, j'en vois, ça marche pas. Ça va un moment. Donc, il y a un subtil dosage de travail, de production, de mise en visibilité, de raison au beau niveau, de faire savoir que, etc. Et ça, je l'ai appris effectivement quand je suis arrivée à BSF avec ce mentor qui connaissait tous les codes et donc dire les bonnes choses en réunion au bon moment. C'est ça, on n'y croit pas, mais c'est extrêmement important. Le truc intelligent qu'il faut, sans trop en dire, devant la bonne personne au bon moment. Je l'ai vécu plusieurs fois, donc je sais que ça marche. Ça paraît de temps en temps bête, mais ça fonctionne. Du coup, on peut prendre ensuite. Après, faut aussi faut produire, faut travailler. Tout ça n'est possible que s'il y a du travail. Faut quand même avoir son plan d'action. Faut savoir manager, même si on fait des erreurs. Quand on se sent pas à l'aise, faut demander de l'aide. C'est pas grave, hein, de pas être totalement à la hauteur, mais dire j'ai besoin d'aide. Si on se sent en confiance, c'est facile. Ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai été coachée en prise de poste plusieurs fois. Je l'ai demandé. Je trouve ça super. Ça t'a apporté le coaching? Bien sûr. Top.
Avec un bon coach, c'est quand on pose bien les situations, ça fonctionne extrêmement bien. Et qu'on est en capacité d'entendre et d'apprendre, hein, c'est toujours pareil. Il faut être bien, voilà. Enfin, donc ça fonctionne très bien. Et donc au bout d'un moment, je pense que on est quelque part un peu, on est reconnu. Et quand il y a des évolutions d'organisation, de poste, on pense à vous. Alors c'est plutôt le cas quand on est plus jeune. C'est moins le cas quand, et je l'ai vu pour avoir accompagné beaucoup de salariés aussi, j'ai été talent manager dans plein de jobs. C'est plus le cas quand on est plus jeune parce que il y a un effet jeunisme. En ce moment, dans les entreprises, c'est plus facile. Même encore aujourd'hui? Bien sûr. Ah oui, bien sûr. C'est clairement, il y a un effet jeunisme. Il y a un prisme talent management sur les plus jeunes qui est beaucoup plus fort que sur des seniors, même reconnus, clairement. C'est une réalité, il n'y a pas qu'Orange, c'est dans toutes les entreprises. Voilà, faut pouvoir s'assurer d'avoir les bonnes compétences à un moment donné, un peu plus jeune, sur certains postes, tech ou pas d'ailleurs, hein. Donc ça, c'est une réalité, surtout quand on a moins la capacité à recruter. On peut moins recruter en externe. Voilà, donc c'est un subtil dosage de tout ça et que j'ai vite appris en fait, hein. Et ça, on peut se le permettre quand on est sur des postes très en visibilité, que j'appelle corp, dans les états-majors. C'est voilà. Quand on est sur des postes très opérationnels, qu'on est un peu plus loin, c'est beaucoup plus compliqué. Bien sûr. Et là, je pense que du coup, il faut penser à chaque fois au poste suivant et se dire, c'est peut-être pas mal que je revienne dans le cœur du réacteur et pour repartir plus dans 3-4 ans après sur des missions opérationnelles. Enfin, moi, j'ai toujours géré ma carrière de cette manière-là. Groupe opérationnel ou division, groupe, et sur des activités qui pouvaient être complémentaires à chaque fois. Et tu l'as pensé comme ça? Tu parles de la carrière, c'est quelque chose que tu avais en tête? Tu t'es dit, OK, tu avais déjà une bonne compréhension du groupe et tu t'es dit, OK, je vais faire cette balance entre ces deux univers? Ce que je savais, c'est que je voulais passer par plein d'activités différentes business. Je voulais pas rester que sur le grand public, la France. J'avais ce bagage linguistique. Moi, j'avais à cœur de retravailler dans des environnements internationaux, donc je l'ai fait. Et je savais que je ne serais pas en communication. Ça, c'était une certitude. J'avais un effet de fatigue, parce que quand on est en communication, on est quand même en bout de chaîne. Même si pour moi, la communication, ça reste très stratégique. Ouais. Et on produit en bout de chaîne par rapport à des enjeux business ou institutionnels, etc. Donc, il y a un effet usure, fatigue, délai en permanence. Oui, c'est la course tout le temps. Ça y est, j'ai lancé tes produits, il faut ma com, allez, dépêche-toi. Ouais. Et j'avais ce sentiment un peu d'usure et de me dire, j'aimerais bien, le groupe proposait des passerelles métiers. J'aimerais bien investiguer d'autres possibilités. Et depuis très longtemps, je pensais aux enjeux de recrutement de marque employeur, déjà à l'époque. Et juste au moment où on est devenu Orange, c'était juin 2006, je me rappelle très bien, parce que j'ai géré le rebranding Orange en interne pour toute la France avec mes équipes en mai-juin 2006. J'ai eu la possibilité, avec l'accord du DRH de l'époque, d'intégrer la filière RH. Et là, j'y suis depuis, je pense, 2006. J'ai pas quitté cette filière que je trouve absolument passionnante. Parce que RH, il y a plein de métiers possibles à Orange, mais c'est à la fois hyper enrichissant. C'est pas toujours très facile à Orange, vu notre histoire. Et c'est aussi quelques contraintes, mais c'est aussi des transformations de dingue à accompagner. Ce groupe vous permet quand même de connaître plein de choses différentes, avec son histoire, sa culture qui bouge, etc. Et donc, j'y suis avec bonheur depuis ce moment-là. Alors, j'ai constaté quand même de réelles différences entre une filière communication et une filière RH. On passe d'une filière communication assez directe, opérationnelle, à une filière un peu où tout est en mode secret, très individualiste, très expertise. Un peu plus corseté. Voilà, un peu plus, où c'est un peu plus compliqué. Mais bon, je pense, voilà, j'ai fait mes gammes. Je suis très admirative de mes collègues qui sont DRH dans le groupe. C'est vraiment des métiers passionnants, mais voilà, regarde notre histoire qui est encore un peu présente. On a quand même des enjeux d'accompagnement des transfos collectifs et individuels forts. Costaud. De négociation avec nos partenaires sociaux, qui sont des acteurs importants à Orange. Je dis chapeau. Et justement, du coup, Corinne, j'en arrive un peu à ton poste aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'es organisée avec ton équipe déjà? Comment est constituée ton équipe? Quel type de profil tu as?
Alors donc depuis un peu plus d'1 an, il y a eu une réflexion d'évolution de l'organisation de la DRH groupe avec l'arrivée de Vincent Le Cerf en octobre 2022. Une organisation tout à fait légitime puisqu'on a fait face à beaucoup de départs en pré-retraite dans le groupe et donc un nouveau plan strat qui s'appelle Lead the Future et une volonté finalement de nous organiser un peu différemment dans le groupe, de davantage coordonner et mutualiser un certain nombre d'activités pour que finalement les DRH et les divisions business puissent se consacrer sur l'essentiel, c'est-à-dire les transfos, l'accompagnement des transfos, recruter les bonnes compétences, etc. Et donc, il y a eu la création d'activités de la DRH qui ont dû se recentrer sur du corporate, sur du politique, comme n'importe quel grand groupe normalement constitué. Orange est un peu différent dans ce sens-là, avec un prisme très France malgré tout. Voilà, donc avec des collègues sur l'aspect politique groupe dans plein de domaines, multi-pays, et la création d'une entité qui s'appelle la Direction de la coordination et la mutualisation Orange en France, qui est une très grosse entité qui est là pour coordonner et mutualiser un certain nombre d'activités pour que nos collègues RH opérationnels se concentrent sur leur cœur d'activité. Donc moi, voilà, on m'a proposé un poste dans cette direction qui est une activité de développement RH, diversité, inclusion. Alors c'est marrant, le développement RH... c'est une grande marmite avec beaucoup de choses dedans. Ouais, on en voit beaucoup de titres comme ça dans des grands groupes. C'était la première fois Orange. Pour moi, non, c'est confirmé, ça n'a jamais existé. Et alors, tu peux nous expliquer, parce que du coup, quand on dit développement RH, parfois, je te dis c'est une grande marmite, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Ouais. Là, pour le coup... Donc, c'est mettre ensemble tous les leviers, effectivement, au service du développement d'actions collectives et individuelles. Et donc, mon manager y a mis toute l'activité recrutement externe pour la France, mobilité interne, recrutement interne, toute la partie fluidité de l'emploi en interne, l'emploi des jeunes, la marque employeur sur le périmètre France, attractivité employeur. Donc ça, c'est une grosse activité avec un manager. Toute l'activité développement des compétences, formation pour la France, avec un deuxième manager. Et j'ai une autre activité, diversité, inclusion, également pour la France, avec un autre manager. Le mandat qui m'est confié, clairement, c'est de désiloter ces activités, parce qu'il faut imaginer que tout ça est géré jusqu'à maintenant en cheminée. Et que, par exemple, quand on gère les effectifs en anticipation, on ne se passe pas forcément à la question de combien de femmes on va pouvoir mettre sur ce type de métier, etc. Donc moi, mon sujet, c'est de m'assurer que la diversité et l'inclusion est innervée sur tout le reste de mes activités quand on forme, quand on recrute. C'était déjà le cas, mais pousser un peu plus le système. Mais c'est ça qui est très difficile, c'est finalement faire infuser, tu vois, toutes ces différentes briques en disant, la formation, ça alimente ton attractivité en termes de marque employeur, ton D&I, c'est pareil, ça alimente ta marque employeur, ta mobilité interne, elle est alimentée par le learning. Et comment tu fais pour créer toutes ces passerelles, finalement, entre, comme tu le disais, des disciplines qui sont parfois, qu'on a ultra spécialisées et qui rendent parfois le sujet très... Alors, j'ai une chance, c'est que l'activité est grosse, mais mon codir est petit. Donc, du coup, j'ai 3-4 managers et je les challenge, entre guillemets, positivement pour qu'ils travaillent mieux ensemble ces sujets-là. Et donc, par exemple, on va être beaucoup sur des enjeux de reconversion en ce moment en interne. Ce qu'on appelle du reskilling chez nous. Je dois m'assurer que mon équipe formation forme mes consultants internes qui gèrent le recrutement externe et le recrutement interne sur ces sujets-là. Qu'est-ce que c'est que de reskilling quand je forme mes consultants internes, etc. Le recrutement externe, je dois m'assurer qu'on a bien pris en compte tout le sujet des recrutements de travailleurs handicapés. Alors, c'est le cas, mais pas poussé à son paroxysme. Peut-être qu'on doit challenger nos partenaires externes dans le domaine, etc. Donc, vraiment, c'est à chaque fois s'assurer par des jeux de taquet que les uns et les autres pensent et les installer dans certains process. Ça commence, j'ai pris l'activité. Parce que c'est un vrai changement, tu vois, pour notre paradigme, où parfois on opposait ou on silotait, pour reprendre tes mots, tu vois, ce type de discipline. Et là, il faut que tu arrives à faire pression, faire bouger les lignes petit à petit et d'arriver à finalement mettre tout le monde autour de la table et créer des passerelles. Et du coup, tu as combien à peu près de personnes dans ce périmètre à peu près? Alors, l'activité en totalité, je crois que c'est 280 personnes précisément. Tout de suite, chez Orange, c'est des nombres faramineux.
faramineux. 300 personnes, du coup, à peu près. C'est à peu près, oui, voilà. En fait, moi, j'en suis ravie. J'ai pris mes fonctions au mois de juillet. Voilà, parce que l'organisation s'est mise en place au mois de juillet. Donc, on m'avait proposé ce job quelques mois avant. J'en étais ravie. Alors, pour être assez transparente et directe, toute la partie développement RH m'intéressait grandement et je regardais en externe pour ce type de job. Et j'avais quelques touches à droite à gauche. Et du coup, quand le manager que j'ai actuellement m'a proposé ce job, j'ai dit super banco, super, oui. On remplit. Si j'ai les manettes, si j'ai les leviers et que je peux activer moi-même un certain nombre de choses et qu'on m'impose pas un cadre trop compliqué, enfin voilà, trop contraint. Franchement. Ouais, mais là, t'arrives, t'es quand même pas sur une mission routinière. Là, je comprends que c'est une création de poste. On a quand même, c'est quand même des équipes très opérationnelles. Je ne fais pas de politique. Sauf sur la partie diversité et inclusion pour la France, parce qu'on a des accords qui nous sont propres de par la législation française. Notamment sur le handicap. Exactement, le handicap, le recrutement de femmes, où c'est quand même assez bordé en France et on fait bouger les lignes. Donc là, je fais de la politique RH pour la France. L'emploi des jeunes, apprentissage, stage également. C'est à peu près les 2 seuls sujets où je fais de la politique directement sur la France. Le reste, non. Je suis une entité opérationnelle au service des autres. Dit comme ça semble simple, Corinne. Oui, mais en tout cas, on va essayer, on va mettre à plat notre offre de service pour nos clients internes que sont les divisions France. Donc, c'est quand même très câblé client interne. Hein. Enfin, c'est voilà, et c'est aussi ce qui m'intéresse dans le poste. Et donc, moi, je considère que j'opérationnalise les choses. Je suis là pour faire bouger, avoir des résultats et transformer. Donc, on me demande de regarder les process. On me demande de regarder les chaînes d'amélioration et on me demande d'avoir des résultats et de regarder un petit peu les principes métiers et comment je peux les faire évoluer. Mais alors, tu disais un mot qui était juste, c'est le mot de la transformation. Parce que là, je comprends, t'es arrivé, t'as un mandat. Désiloter les activités clés, recrutement externe, mobilité interne, emploi des jeunes, marque employeur, formation, D&I. Donc, tu as des vrais départements sur lesquels il faut que tu t'attennes. Comment tu fais dans un contexte de transformation pour faire bouger les lignes sans que ça tousse trop? Parce qu'on le sait, c'est Orange, tu me citais les chiffres, tu as une équipe de 300 collaborateurs, c'est des énormes machines. C'est des gens qui ont fait carrière chez Orange. Parfois, tu rentres et tu sais que tu partiras à la retraite. Il y a une fidélité énorme. Mais du coup, comment tu fais pour expliquer, voilà, demain, vous allez travailler tous ensemble et ce que tu faisais avant tout seul dans ton coin, tu vas devoir réfléchir. Je pense que quand on y croit, qu'on est positif, qu'on fait beaucoup de communication. Communiquer, on y revient. Communiquer, on y revient. Sous quelle forme que ce soit. On est plus enclin à faire adhérer. Hein. C'est assez logique. Et donc, on est là-dessus, mettre en place des gouvernances entre nous, de partage, un CODIR élargi, où on est 40 autour de la table, donc c'est tout mais -2, pour qu'ils apprennent à mieux se connaître, faciliter les coopérations, trouver les projets où les gens vont être obligés de coopérer. Je vois pas pourquoi, même si évidemment on a des gens qui sont récalcitrants et c'est pas nouveau, qui sont très attachés à leur métier, et je vois à peu près qui aujourd'hui quand j'en parle. Mais je pense les gens ont aussi envie de changement, ils ont envie d'évolution, ils ont envie qu'on valorise leurs activités. Tant qu'on valorise leurs activités et qu'ils se sentent partie prenante, je vois pas pourquoi on n'y arriverait pas, honnêtement. Et là, on est en train de mener sur une des activités une grosse réflexion, et ça passe devant les instances sociales d'ailleurs, de simplification de l'organisation, mais vraiment hyper simple. Hein. Alors que j'avais je sais pas combien de managers et têtes de pont. Là, le mandat, c'était on simplifie. On est en train d'y arriver et ça fait pas de vague parce que c'est expliqué que finalement, les gens ont besoin aussi de simplification. Les collaborateurs ont besoin de simplification et de simplicité. Bon, quand on met tout ça bout à bout, de la communication sous toutes ses formes, un esprit positif, un peu de temps. Faut pas y aller non plus à marche, faut quand même un petit peu de temps. Aller sur le terrain, expliquer, faire la même chose devant nos partenaires sociaux qui sont importants dans le mécanisme. Si on sent que ça coince, recevoir certains salariés, etc. Valoriser les activités, parce que là, on valorise leurs activités. Et je ne vois pas pourquoi
On n'y arriverait pas. Alors, donc, moi, je retiens dans mes dialogues, communication et valorisation. Ouais. C'était 3 ingrédients clés pour avancer. Partenaires sociaux, communication, de la communication en transverse, quelle que soit la cible. Hein. Valorisation du temps. Et puis du temps, passer du temps en collectif, en individuel, si c'est nécessaire, aller sur le terrain. Réunir, enfin voilà, toutes ces formes de communication, d'animation et des bonnes gouvernances. Il faut par contre, voilà, je suis quelqu'un, il faut un cadre de travail. Il faut des gouvernances. Et certaines gouvernances ont des objectifs précis. Voilà. Un codir élargi, il a telle vocation tous les 3 mois. Une business review, je fais des business reviews avec chacun de mes managers et leurs équipes pour savoir ce qui se passe. Moi, je les challenge pour pourquoi n'allez-vous pas plus loin avec votre collègue d'à côté? Ça, c'est mon rôle. Hein. Voilà, mon rôle, c'est d'avoir cette notion de transversalité en permanence. Excellent. C'est pas parfait, hein, parce qu'on commence, mais on va pousser le système. Et puis après, le sujet qui reste quand même peut-être le plus complexe, mais je vois pas pourquoi non plus on n'y arriverait pas, c'est convaincre nos partenaires internes. Nos partenaires qui sont nos clients internes, les divisions de la France. Les embarquer aussi. Clairement, pour certains, on leur a enlevé des effectifs, hein, on leur a pris des compétences qu'on a mis ailleurs. Donc, ils se sentent un peu dépossédés, donc forcément, ils nous challengent un peu plus. Normal. Logique. Normal. Voilà. On peut comprendre, par contre. Donc, là aussi, il faut aller expliquer, il faut aller dans les codires, il faut aller expliquer, il faut faire des séminaires de co-construction, il faut les embarquer sur des projets. Voilà, tout ça, ça prend du temps. C'est normal. Et alors, je reviens un peu à une verticale en particulier, qui est la marque employeur. Alors, pour moi, Orange, c'est un domaine dans lequel vous avez énormément investi, on voit beaucoup. C'est un de tes champs de bataille encore aujourd'hui? Tu as encore besoin? Parce que je me dis, vous êtes partout, même sur TikTok, j'avais vu il n'y a pas longtemps. Alors, on a notre collègue au niveau du groupe qui est en train de revoir toute l'employee value proposition au niveau du groupe et puis voir un petit peu quel espace pour la France. C'est encore aujourd'hui un sujet important pour attirer nos jeunes stagiaires et alternants, parce qu'on est là-dessus. On a 2 grosses campagnes. Et nous, c'est quand même une attractivité, une fidélité qu'on veut installer à long terme. Ah oui, ça reste un sujet où ça bataille extrêmement dur avec des entreprises qui nous ressemblent et des grands groupes. Tout le monde veut recruter les mêmes compétences, surtout dans le domaine de la tech. Donc ça reste un sujet clé pour se démarquer très très clairement. Ah oui. Ah oui. On voit partout dans la rue des affiches, le petit carré orange. Ouais, mais ça fait partie des batailles. Ah oui. Tu peux pas t'arrêter. Tout le monde va chercher les mêmes compétences aujourd'hui. Ouais. Et donc, s'il y a le choix, un alternant de bon niveau, il va regarder différentes composantes. Il va regarder l'égalité pro. On sait qu'on est plutôt très bon là-dessus dans les sondages. Certainement la REM, mais il n'y a pas que la REM, le contenu du job et les évolutions, etc. C'est un sujet de bataille. On se doit d'être bon parce qu'on a très peu finalement aujourd'hui de recrutement externe. Donc quand on peut concrétiser un alternant en CDI, puisqu'on a la possibilité, nous, tant mieux pour nous. Bien sûr, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Et on a le CFA, faut pas oublier. On a notre propre centre de formation d'alternance, Orange depuis 4-5 ans. Et là aussi, il faut qu'on fasse beaucoup de communication parce que là aussi, les alternants qu'on va former, on va pouvoir peut-être en garder certains à la fois. Et là, on regarde aussi la diversité des profils. Le CFA, je trouve, pour moi, le plus donc dans mon équipe, plus emblématique en termes de recrutement diversité. Ton CFA, tu peux me rappeler, il est positionné sur des métiers vraiment très concrets. Il est positionné sur des métiers, absolument, avec certains parcours autour de la data, l'IA, la cybersécurité, voire même des métiers très traditionnels sur, par exemple, commercial en boutique, par rapport à notre réseau de boutiques vraiment en province où on a beaucoup de difficultés à recruter nos alternants. Donc le CFA, on a lancé un parcours là pour pouvoir aider notre filiale dans le domaine à recruter ces alternants dans des régions un peu plus isolées parce qu'ils ont beaucoup de difficultés à le faire. Et à la fin, quand même, la beauté de l'alternance, c'est que ça débouche. Normalement, si tout s'est bien passé. Si tout va bien, qu'on a le poste, absolument. Ça peut déboucher du coup sur un. Et là, c'est chouette parce que le CFA, quand il a été lancé il y a 4 ans, je crois, je crois que quand on a lancé la première campagne, on a dû avoir 50 candidatures. Là, la dernière, on a fait de belles opérations de com
avec Wendy Renard, on a fait une petite table ronde avec Aliette Mounier, qui est notre patronne B2B, qui est emblématique aussi, moi, etc. Et la patronne du CFA. Et on était à plus de 400 candidatures. Canon. Ouais. Parce que c'est ça le grand drame des CFA, c'est qu'il faut le dire, le lancer, alors c'est bien sûr énormément d'administratifs, etc., de réglementaires pour cocher les bonnes cases. Ensuite, il faut le remplir. Faut le remplir. Mais là, franchement, je crois que là... Et là, non, mais on a vu une grande vague de CFA parce que du coup, l'État a beaucoup encouragé. Mais il y en a maintenant qui périclitent aussi un peu parce que bientôt pas forcément aussi subventionnés qu'avant ou autre. Non, Donc franchement, là, vous avez réussi à installer quelque chose. Très très bien. Et c'est là qu'on voit l'importance de la communication par rapport au CFA. Et quand on pilote les résultats, alors toute la partie finalement un peu shortlist, etc. amont, on la confie à un cabinet parce que ça nous prend beaucoup de temps puis on n'est pas staffé pour ça. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, dans les parcours qu'on embarque, on a... moi, je suis ravie de voir que même sur des métiers de la tech, on a 50% de jeunes femmes. On essaye de gérer la diversité, y compris sur nos femmes dans la tech, c'est nos travailleurs handicapés. Général, ouais. Donc, c'est important pour nous et on voit là l'intérêt de la transversalité de mon équipe. Alors, le CFA, moi, je trouve, est l'élément le plus probant, où j'ai cette équipe qui a à cœur finalement d'intégrer les différents enjeux de diversité et d'inclusion du groupe. Et au final, les parcours sont très représentatifs de ce qu'on veut incarner. Et justement, D&I, chez toi, diversité et inclusion, quel est ton prisme? C'est féminiser les métiers dans la tech? C'est féminiser les métiers dans la tech. C'est on a plusieurs choses. On a continué à féminiser les instances dirigeantes, parce que là, on a des lois qui sont propres à ce sujet, et puis chaque grand groupe est un peu observé, voire même à des amendes. Donc, je crois qu'au niveau du COMEX, on est à quasiment 39% de taux de féminisation, donc chez Christelle Henman. On a des gros réseaux de management juste en dessous, là aussi où les choses ont beaucoup évolué. On doit être à peu près à 36%, mais bon, je crois que la loi X1 nous emmène à plus de 40%, donc il va falloir qu'on dépatouille le sujet. Une fois qu'on a dit ça, il faut aller identifier très, 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 très vite, très en amont, les plus jeunes possibles, les talents, les compétences et les suivre dans la durée. C'est pas du one-shot, hein. Ça, c'est les équipes talent management. Mais je trouve qu'Orange est vraiment bon sur ces sujets-là depuis de nombreuses années. Mais il faut continuer. Dès qu'on arrête, toc, le soufflet retombe. Moi, je l'avais remarqué sur mes activités, parce que j'ai eu beaucoup de ces sujets de talent management et diversité en même temps. Dès qu'on lâche prise, boum, ouais, ça s'arrête. Donc ça veut dire que quand on a des plans de succession clés, il faut s'astreindre. Alors on va me dire, ouais, mais un plan de succession, ça marche pas toujours. N'empêche, quand on a ce travail, il faut s'astreindre, quand on a un plan de succession clé, à avoir peut-être 5 candidats et se dire que 2 sont une femme, ou 3 sont une femme et 2 sont un homme. C'est comme ça. C'est une mécanique qu'il faut avoir. Donc, c'est un travail amont d'identification, de suivi, etc. Donc, les enjeux d'égalité pro, ils sont là et ils sont très forts aujourd'hui sur nos métiers de la tech. Donc, on a un programme qui est propre à Orange qui s'appelle Women in Tech. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un programme, un dispositif, un ensemble de programmes qui fait un dispositif où on s'évertue finalement sur tout le groupe 1. À s'assurer qu'on embarque le mieux possible les femmes dans la tech. Alors, ça peut être en faisant des démarches dans les écoles. On a des mentors qui vont dans les écoles pour sensibiliser. Ça peut être mentorer des jeunes femmes sur des postes. S'astreindre sur des métiers même techniques, technicien d'intervention, se dire j'ai un poste, il faut absolument que j'ai une femme sur celui-là. Donc, c'est un ensemble de réflexions, de dispositifs qui amènent un énorme programme qu'on appelle Women in Tech, qui fait qu'on a une attention particulière de l'égalité pro sur les métiers de la tech, parce que nous, c'est notre sujet, c'est là où on recrute. Et on est qu'à aujourd'hui, je crois qu'on est à 21, à peine 22%. Et on vise d'ici 2025, 25%. C'est extrêmement difficile. Et c'est très dur. Parce que là, on peut pas l'inventer. Et t'as des enjeux. Si elles sont pas dans les filières. C'est ça. En fait, ce qui est difficile, c'est que l'entreprise se retrouve tributaire. Alors qu'en réalité, il y a un travail en amont, des veilles, il y a des métiers scientifiques. Absolument. Ça veut dire, du coup, si on fait des parcours de reconversion, comme on est en train d'enclencher, on existait déjà, mais on va accélérer un peu la démarche. Là aussi, c'est moi qui vais faire mes équipes qui vont gérer les recrutements pour les parcours. Il faut qu'on s'astreigne. Oui. Aller regarder les profils aussi féminins sur un certain nombre de parcours. Mais je trouve ça très intéressant comme le D&I finalement est intégré chez toi avec le learning, la marque employeur. C'est quelque chose qui n'est pas mis de côté
dans un coin. Du tout, non. Au contraire, ça infuse, quoi. Et tu t'es entouré du gens dans ton équipe sur ces sujets qui étaient un peu au fait de ces thématiques? C'était plutôt des gens qui étaient... Alors, j'ai une équipe d'une dizaine de personnes. Et puis, pour finir, on a toute la partie travailleurs handicapés. Là aussi, on est quand même, on a des enjeux à hauteur de 6%, par 6%. rapport à 6% comme tous les grands groupes. Donc, là-dessus, c'est pareil. Il faut qu'on regarde le sujet. Il faut que, quand on recrute, peut-être qu'on s'appuie sur des partenaires qui nous aident davantage. Enfin, ça, c'est un sujet un peu plus complexe. Mais là aussi, on a fait beaucoup de choses en matière d'accessibilité des outils, etc. Et on a quand même des accords qui sont propres à tout ça, qu'on va renouveler à la fin d'année. Et on est challengé par nos partenaires sociaux sur ces sujets-là, sur la formation. On s'est rendu compte qu'il y avait eu des bourdes. C'est pas possible, quoi. Il faut qu'on puisse en prendre en compte la totalité des handicaps. Enfin, voilà. Et on a à cœur aussi de regarder au niveau du recrutement plus particulièrement. Donc, c'est vraiment l'égalité des chances, globalement. C'est vraiment nos grands enjeux. Sur la partie équipe pure, donc, c'est une équipe d'une dizaine de personnes. Sur ces 3 thématiques que sont l'égalité des chances, handicap, égalité pro. C'est un patchwork de compétences, en fait, des équipes. Sur la France, j'entends. Donc, ça veut dire que certains sont plutôt experts RH. Et en fait, j'en ai assez peu. Il faut l'expertise RH sur ces sujets-là. Il faut l'expertiser. Ça peut être très technique, absolument. Et puis, lors des négociations, parce que là, on va renouveler, on va recommencer les négos pour nos accords triennaux, ça reste de la RH, quelque part. Donc, il y a une expertise RH qui est importante. Donc, voilà, j'ai quelques experts. Sinon, globalement, on a des gens qui sont chefs de projet ou communicants ou communicants sur ces sujets-là. Et ça, c'est un sujet qui est pas simple parce que je trouve que sur le sujet de la diversité et l'inclusion, c'est une de mes frustrations, mais je sais que je suis pas la seule dans le groupe, mais on pense que comme on communique beaucoup sur le sujet, puis on en fait des plans de com, ça va suffire. On n'arrive pas à transformer le plan de com en autre chose. Ça reste pour moi l'état de communication. Donc on a un plan d'action, mais qui est complètement dingue. Enfin, moi, de sensibilisation, de communication, pas de formation. On en a, mais rien que sur cette partie-là, la journée 2, la semaine 2. Ouais. Mais c'est, à un moment donné, mais c'est pour moi, c'est hors sol. Est-ce qu'on le fait parce qu'il faut le faire? Parce que du coup, comme ça, on se dit, on a fait quelque chose. J'arrive pas encore à mettre le curseur. Je regarde un peu le truc avec ma collaboratrice. On est en phase, d'ailleurs, toutes les deux. Comment fait-on, c'est le sujet, comment fait-on pour en faire un sujet business, en fait? C'est quand même ça le sujet. Et on arrêterait de communiquer et de faire des plans de com complètement dingues qui sollicitent beaucoup de ressources. Pour quel résultat, je sais pas. Enfin, je suis toujours interrogative. Je pense qu'il faut quand même un juste milieu. J'ai l'impression que voilà. On fait de la communication. Alors bon, je suis une fille de com, mais bon, quand même là. On peut vite tomber dans un écueil, soit pinkwashing, purpose washing, et c'est là où c'est très décrié. Et c'est là où derrière, après, on crée des frustrations, du cynisme en interne. Ouais. Donc voilà, beaucoup de remontées à droite à gauche. Donc voilà, faut trouver le juste milieu, et je pense que ça va être notre sujet de fin 2024 et 2025. Très clair. Et du coup, Corinne, on le voit, donc tu es au cœur d'une belle transformation, tu dois pas t'ennuyer. Comment tu fais pour arriver du coup à maintenir un équilibre de vie, pas être débordée? J'imagine que du coup, avec 300 collaborateurs, ta boîte mail doit sauter. Alors, direct. Ouais, je suis quelqu'un j'adore le management. Je fais naturellement confiance. Je délègue assez vite. Sauf si je me rends compte que je me suis trompée. Là, ça peut être très compliqué. Mais voilà, je pars du principe que les bonnes compétences aux bons endroits, ça fait toute la différence. Donc, j'essaye. Souvent, les organisations se montent, il y avait déjà des gens en place. On sait comme ça. Après, il faut les amener à sa cause. Il faut que le mouvement, l'alignement se fasse. Donc, c'est la discussion, etc. Et si j'ai la possibilité, moi, recruter en amont, en anticipation, c'est clé. Les bonnes compétences aux bons endroits, ça fait tout. Et pour un manager, après, à mon niveau aujourd'hui, c'est royal. C'est royal, parce qu'on est aligné. On sait que chacun va être sur son truc.
ça va déployer. Moi, je dois m'assurer que les passerelles se font entre les uns et les autres. Où je suis dans la représentation en interne, il faut que je fasse avancer mes sujets, mais les bonnes compétences aux bons endroits. Donc ça, c'est apprendre à déléguer, à faire confiance. S'il y a des sujets de confiance, ça se traite, et j'en ai eu, souvent dans ma carrière. Ça, c'est donc, du coup, ça me permet de gérer mon temps, clairement. Et je suis naturellement, je suis pas quelqu'un qui a sujet. Je l'ai eu plus jeune dans ma carrière parce que quand on a des jeunes enfants, qu'on est en train d'installer sa carrière, c'est un peu plus compliqué. On est au four au moulin, très clairement là. J'en suis pas à ce stade. Aujourd'hui, je suis calée, je suis posée, mes filles sont grandes, sont plus à la maison. J'ai du temps pour moi. Mon mari, pareil, c'est beaucoup plus simple. T'es sortie du tunnel. Je suis sortie du tunnel, ce qui fait que c'est beaucoup plus simple pour gérer mon temps. Je suis toujours extrêmement réactive. Même un sujet le week-end, je le fais. Par contre, je fais beaucoup de sport. Voilà. Oui, qu'est-ce que tu fais? Je fais beaucoup de cardio. C'est quoi? C'est du tapis? C'est tapis, vélo, elliptique. Je fais énormément de cardio, course à pied, 4 fois par semaine. Hein, ah oui, quand même. Ouais. Donc 2 fois le week-end et 2 autres fois dans la semaine. Yeah. Pareil, c'est une règle. Voilà. J'en ai besoin. Si je le fais pas, je culpabilise, je me sens pas bien. Donc de toute façon, c'est ma routine. Donc beaucoup de sport. Je suis extrêmement dans le lien avec les autres, donc beaucoup d'échanges, soit avec des collègues qui sont aujourd'hui des amis, parce que ça fait 2 années que je suis Orange, donc c'est une bande de copains. Oui. Donc beaucoup de discussions, qu'est-ce que tu penses d'eux, etc. J'ai un foyer familial extrêmement privilégié et stable, donc j'ai aucun problème de ce côté-là, et une base amicale forte, donc beaucoup de temps avec les copains. J'ai un ancrage perso très fort. Excellent. Et est-ce que tu as des coups de cœur, que ce soit séries, bouquins, expo, que tu nous recommandes, des choses? Alors moi, je suis pas très série. Ouais. Je suis expo. Hier, voilà, j'ai ma deuxième fille qui fait des études de droit. J'ai l'aînée qui vit à Dubaï, et j'ai la deuxième qui fait des études de droit, double diplôme de droit français-espagnol. Donc, elle est à Nanterre, puis elle a été sélectionnée pour faire son Master 1, enfin sa licence 3 et son Master 1 en Espagne, à l'Université Pontificale de Madrid, à Comillas. Elle est en vacances, là, madrilène, avec nous. Donc, j'ai pris une journée, on est allé voir l'atelier des... comment ça s'appelle? J'ai jamais oublié le nom. On a été allé voir une exposition sur l'Égypte et les Lumières. L'atelier des Lumières. Voilà. Donc j'adore. Voilà. Tout ce qui est artistique, il peut m'arriver d'aller au Louvre comme ça une fois par mois pour revoir la partie égyptologie. J'adore. J'ai suivi des cours du soir. Je pense que j'avais pas été depuis 15 ans au Louvre. Vraiment, tu sais, c'est le truc que tu fais 20 fois avec tes parents à l'école. Et j'y suis retournée le mois dernier. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. C'est quand même génial. Aller se dire, tiens, j'y vais 2 heures et je vais voir cette partie-là. J'adore. Voilà, ça c'est... En fait, je suis assez intériorisée sur certains sujets, donc je me retrouve moi-même. Je me fais mes petites expos. Je lis beaucoup de romans historiques. J'adore. Quel type un peu? Type Christian Jacques ou roman policier, thriller, j'adore. Voilà. J'ai besoin de me déconnecter. Je pense que c'est aussi ça où je prends mon recul et mon énergie. Je me déconnecte de la réalité. On va rester sur ces mots, Corinne. Se déconnecter de la réalité, ça me parle. Merci beaucoup pour ton retour d'expérience. Moi, j'ai adoré cette plongée au sein des arcanes du groupe Orange. J'admire ton agilité à construire une carrière dans un environnement quand même qui est souvent challengé et super compétitif, j'imagine. Et je te souhaite beaucoup de chance dans cette belle mission de transformation, mais que tu as l'air de mener au pas de course et avec beaucoup d'optimisme et communicatif. Merci beaucoup en tout cas pour cet échange. À très bientôt, amis de la RH.